Par la syphilis, on va revenir du coup à la paléomicrobiologie, dont on verra les résultats que ça donne, et par ce par quoi nous on a commencé à avoir des résultats par la paléomicrobiologie, qui était la peste. Hein. Donc sur la peste, alors qu'on faisait peut-être 100 000 PCR par an, des gens qui n'avaient jamais fait de PCR et qui n'arrivaient pas à la faire nous ont expliqué qu'on s'était trompé, qu'on avait contaminé, ce qui était intéressant, enfin, ce qui n'était pas réaliste. Là aussi, hein, il y a des gens qui se trompent tout le temps, des gens qui se trompent jamais, des gens qui n'ont jamais rien fait. Donc on ne peut pas savoir s'ils vont se tromper tout le temps ou s'ils se sont pas trompés. Mais enfin, toujours est-il que on a travaillé sur la peste. Le coin dans lequel il y avait de la peste endémique, il y en avait dans l'est du Congo, dans lequel j'avais pas de contact direct, à Madagascar, où c'est devenu le terrain de chasse spécifique des gens qui font la peste à Pasteur. Donc tout ce que j'ai essayé de faire pour essayer de comprendre à Madagascar, j'ai jamais réussi à le faire. C'était dommage parce qu'il y avait un élément vraiment intéressant qui avait été incroyablement oublié avec le temps. Là aussi, vous voyez, les choses, au fur et à mesure que les gens voient plus les maladies, on oublie tout ce qui est passé. Donc, moi, j'avais eu la chance, quand j'ai fait le cours de l'Institut Pasteur, d'avoir été formé par le dernier des grands spécialistes de la peste, qui s'appelait Mollaré, qui lui-même avait été formé par Balthazar, et comme ça, c'est des coïncidences. Donc, je vous dis, c'est un clin d'œil de Dieu. La première quand mon père voulait absolument me convaincre de faire médecine, que j'étais à Alger avec lui, il m'avait envoyé voir une conférence Balthazar, qui était le plus grand spécialiste mondial de la peste, à l'université d'Alger. Donc c'est la première conférence scientifique à laquelle j'ai assisté, avec la vie est étonnante, le destin est curieux. Toujours est-il que ce Balthazar, avec Yersin lui-même, avait fait des travaux initialement qui avaient montré que la peste, bien sûr, et c'est un autre Français, Simon, qui avait montré que les puces de rats pouvaient donner la peste avec un travail très élégant. Il avait mis des rats avec des puces infectées dans une cage, et puis à l'étage au-dessus d'autres rats, et ils pouvaient monter ou descendre la hauteur de l'étage du dessus. Et les rats du dessus étaient contaminés tant qu'on restait dans la hauteur du seau de puce. Et si vous alliez au-delà du seau de puce, ils n'étaient pas infectés. Parce que si vous étiez en deçà, eh bien, vous pouviez être infecté. C'est comme ça qu'il a montré. C'est Simon qui a montré le rôle de la puce de rat. Puisque c'est bien beau de le montrer dans la puce. Après, il faut avoir un modèle pour montrer que c'est vrai. Et du coup, on a été obsédé par ce modèle qui était si joli, les gens ont fini par penser que tout était lié au rat, à la puce, et puis de temps en temps, une transmission interhumaine qu'on pensait être une transmission respiratoire, ce qu'on sait être à peu près faux, parce que dans les études qui ont été faites plus récemment dans l'Est de l'Afrique, on a montré que la transmission interhumaine comme ça était rarissime. Donc il n'y a pas de vraie transmission interhumaine comme ça. Mais dès le début, dès Yersin, et puis beaucoup avec Balthazar, il a mis en évidence que c'était transmis par les poux, là aussi, encore une fois, par les poux de corps. Et donc, nous, on a expliqué que la peste était incompréhensible avec le modèle qui était aussi ridicule. Vous vous rappelez que le modèle de la leptospirose, tous les modèles que j'ai eu l'occasion de voir étaient tous faux. Le modèle de la leptospirose, tout ça c'est pas vrai. Donc la peste, c'est pas juste un truc avec la rat, l'épidémie de rat, puis vous pouvez pas imaginer que 70 ou 80% d'une ville meurt piquée par des puces de rat, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Les rats sont, les insectes piqueurs sont assez fidèles en réalité à leur animal préféré. Donc si vous les tuez, les rats, ils n'ont pas le choix. Éventuellement, ils peuvent vous piquer, mais il faut déjà détruire la population de rats. Et si c'est le cas, vous devriez avoir une mortalité des rats absolument considérable. Par exemple, dans la peste de Marseille, il n'a jamais été décrit que tous les rats étaient venus en surface mourir. Donc c'est quelque chose d'autre que les rats qui ont transmis ça. Hein. Donc, il avait été décrit très très précocement, au tout début du XXe siècle, qu'il y avait le bacille de la peste pouvait être trouvé dans les poux de corps. Que donc il est vraisemblable que l'épidémie, et c'est la seule chose qui permet d'expliquer qu'il y a eu des épidémies dans le nord de l'Europe. Il n'y avait pas les rats qui sont maintenant associés à ça, Ratus norvegicus et Ratus ratus, et donc les gens disaient non, mais donc ce qu'on a vu dans le nord de l'Europe, la peste noire, écoutez, c'est pas possible que sur la peste, et donc ils fantasmaient sur la fièvre hémorragique, etc. En réalité, j'ai eu l'occasion de le dire, une de mes collaboratrices, Christelle, a réanalyser les séquences génomiques d'un village norvégien en trouvant dedans ce que les gens n'avaient pas cherché. Regardez les génomes humains, elle a regardé si on retrouvait le génome de la bactérie de la peste, elle les a retrouvés dans des trucs qui sont du néolithique. Hein. Donc c'était déjà là-bas, pourtant il n'y avait pas les rats. Donc c'était autre chose. On a fini par faire une synthèse de ça
en disant, écoutez, il est probable que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, c'est une maladie à transmission interhumaine par l'époux. Et c'est pas bien une surprise parce que c'est un des mécanismes les plus efficaces de la transmission interhumaine. Le pouls, vous mettez le typhus, la fièvre des tranchées, le typhus a tué des millions de gens. Ça marche très bien comme mode de transmission. Donc le pouls, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour le reste. Voilà. Donc à partir du moment où ça passe dans le pouls, c'est que ça marche. Donc nous, on a fait ici avec Linda Oumdi une évaluation de la transmission de la peste par les poux. Ça marche très bien chez les lapins. Donc on sait que ça fonctionne. Donc si on injecte un lapin avec la peste, qu'on fait manger des poux dessus, eh bien les poux attrapent la bactérie de la peste. Et ensuite, on met la bactérie de la peste sur le lapin et lui transmettent la peste. Donc on sait que ça marche dans le modèle expérimental. Mais il nous manquait les hommes. Alors pour ça... on a eu de la chance parce que un parasitologue qui est venu chez nous, qui est reparti, parce qu'il y a des conflits avec les gens ici, mais enfin c'est un très bon investigateur qui s'appelle Renaud Piarou, avait beaucoup de relations dans le Congo pour lequel il travaillait. Il est arrivé à s'intéresser, il avait été à Goma en même temps que moi, mais lui, pour regarder les parasitoses, et bien que ce soit un parasitologue, il s'intéresse beaucoup plus à la bactérie du choléra qu'aux parasites. Et donc, depuis, c'est devenu un grand spécialiste du choléra, qui a d'ailleurs fait l'investigation de l'épidémie de choléra, qui a résolu la question de l'épidémie du choléra en Haïti. Toujours est-il qu'avec ses liens dans l'extrême est de la République démocratique du Congo, c'est une zone dans laquelle, c'est une zone incroyablement périlleuse, parce qu'en plus il y a de l'or là-dedans, donc il y a des orpailleurs, il y a des voleurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a un État qui n'est pas très puissant, et il y a de la peste. Et donc il m'a proposé, mais à ce moment-là je ne pouvais pas y aller, donc du coup c'est mes collaborateurs, Georges Diatta, Bernard Davoust, Michel Drancourt, qui sont allés là-bas regarder, faire des prélèvements, rapporter des poux pour en trouver. Et oui, on a trouvé, en zone endémique, la bactérie de la peste dans les poux de corps. Et à l'époque, on avait vraiment ce blocage de la littérature. Les poux de corps transmettent et les poux de tête ne transmettent rien. Ce qui est écrit dans toute la littérature. Et puis on a fini par regarder et on a trouvé, mais après tout, ce serait bien étrange que si vous avez une bactériémie, ça passe pas aussi dans les poux de tête. Donc on a regardé dans les poux de tête et on a trouvé ça dans les poux de tête du Congo. Ce qui veut dire que ça explique mieux aussi que la peste ait pu avoir une diffusion de cette nature-là, si ça a été non seulement les poux de corps, mais les poux de tête, parce que les poux de tête, ça a toujours été extrêmement banal. Mais les poux de corps aussi, c'était très très banal. Par exemple, moi j'avais retrouvé, ça m'avait beaucoup amusé, j'avais retrouvé la description des mœurs aux États-Unis, écrit pour quand les États-Unis sont devenus une république. Donc il fallait inventer des éléments du comportement social, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et donc, il était écrit que on ne devait pas se gratter en public les flancs quand on avait des poux, parce que c'était mal élevé. Donc, si on avait des démangeaisons, il fallait éviter de se gratter en public, parce que il faut imaginer que jusqu'au XVIIIe, les parasitoses, les ectoparasitoses, regarde, les poux, c'était d'une fréquence absolument inouïe. D'accord, surtout qu'on ne peut pas dire que les gens lavaient leurs vêtements une fois par jour. Hein. Donc, si vous voulez, c'était d'une fréquence incroyable. Donc, les gens se grattaient tous, il y avait des poux, il y avait des... Et donc, il suffisait là-dedans, effectivement, de faire entrer une bactérie qui soit transmise par les poux, et puis vous pouvez faire une épidémie absolument considérable. Donc, toujours est-il que on a pu montrer qu'on les trouvait dans les poux, là, et on a pu montrer que on les trouvait dans les poux de corps et les poux de tête. Et puis ensuite, j'ai été plusieurs fois contacté. Une histoire qui était très jolie, c'était un de mes amis, qui était mon élève auparavant, s'appelle Edir Bitam, qui est investigateur d'un grand centre de recherche maintenant en Algérie, m'avait contacté pour analyser une épidémie de peste qui s'était passée juste à côté d'Oran. Alors c'était très amusant parce que ça a rappelé l'histoire qui est un roman, qui n'est pas la réalité, mais de la peste d'Oran d'Albert Camus. Et donc après, ça a été analysé avec c'est Nadjet Moufok, qui est une clinicienne d'Oran, qui avait trouvé les premiers cas, fait les premiers diagnostics, s'est disputée après avec son patron pour savoir qui avait la priorité. Elle qui avait fait le travail ou lui qui était son chef de service, et cette histoire continue à pourrir leur rapport 20 ans après. Mais ce qui avait été trouvé, c'est qu'il y avait des rats
qui avaient été infectés dans un village à proximité d'Oran. C'est de là qu'étaient partis les quelques cas. Et puis il y a eu quelques cas. Ça n'a pas pris une dimension extraordinaire, mais il y a eu des cas. Ensuite, on a été contacté toujours par Eddie Bitam parce que il y avait en Libye, avant l'intervention franco-américaine au Libye, il y a eu des cas sporadiques de peste pour lesquels ils avaient contacté Idir, qui nous avait contactés. Nous, on était prêts à aller voir ce qui se passait. Et puis finalement, la situation en Libye n'a pas permis d'aller aussi loin. Mais la situation en Algérie était très intéressante parce que un autre élément qui avait été trouvé par Balthazar et qui avait été reproduit par mon maître Mollaret, dont je vous ai parlé, dans la peste, était extrêmement intéressant. C'est que la peste vit très bien la bactérie de la peste vit très bien dans la terre. Et donc Balthazar, qui a beaucoup travaillé en Iran, qui était à l'Institut Pasteur de Téhéran, et on pense que le foyer initial de la peste était probablement là ou dans le Caucase, qui est juste à côté. Donc on pense que c'est ça l'origine de la peste. Comme on pense que l'origine du choléra c'est le Gange. Ça partait toujours de là au départ. Maintenant c'est installé un peu partout dans le monde, mais la peste ça partait de là. Et donc il avait décrit qu'il y avait une espèce de cycle, que c'était les rongeurs sauvages qui faisaient ça, qui attrapaient ça, qui se passaient entre eux, puis qu'il y avait une épidémie chez les rongeurs sauvages, ils mouraient. Ces animaux qui vivaient dans les terriers, et de temps en temps, ces rongeurs sauvages rencontraient des rongeurs anthropisés, c'est-à-dire qui vivent dans la proximité de l'homme, et donc ça passait là, chez les rats anthropisés, qui eux-mêmes pouvaient le transmettre à l'homme et faire une microépidémie ou une macroépidémie. Je pense que les macroépidémies étaient toujours liées au pouls, en réalité. Et donc, cette notion, la manière, la raison pour laquelle la peste réapparaissait, c'est parce que quelques années après, il y avait une nouvelle population de rats qui grandissait, qui redécouvrait ces terriers, qui vivaient dans ces terriers, et c'est des rats qui sont fouisseurs, c'est-à-dire qui remuent la terre, hop, il y en avait un qui attrapait la peste parce que la bactérie était restée dans la terre, et ça recommençait un cycle. Et donc, Mollaret avait fait ce travail, pour le plus faire maintenant, il avait pris la bactérie de la peste, il l'avait enterrée dans son jardin, à Paris. Et donc, les Parisiens courageux à cette époque-là, et donc, il allait tous les ans un peu déterrer ça pour voir si la bactérie était toujours là. Et il avait fait, dans son laboratoire, il avait mis un pot avec de la terre, et il avait mis la bactérie dedans, et il l'a sorti régulièrement, et il regardait si elle était toujours vivante, Il fait ça jusqu'à 6 mois, 1 an. Mais Mollaret avait un défaut terrible, il écrivait en français. Balthazar aussi n'écrivait qu'en français. Et Yersin n'écrivait qu'en français. Ce qui veut dire que tous les travaux majeurs de l'épidémiologie de la peste étaient totalement inconnus en langue anglaise. Et 30 ans après tout ça, plus personne n'en avait même entendu parler. Et moi, j'ai eu l'occasion, quand il y a eu le problème du bioterrorisme, les Américains m'ont demandé de participer à leur réflexion sur les agents de bioterrorisme, dont les Rickettsi. Et donc, j'avais raconté à un des grands spécialistes de ça, Gage, qui est le grand spécialiste de la peste aux États-Unis. Je lui ai dit, il m'a dit, mais Didier, mais personne ne connaît ça en Amérique. Ce que tu me racontes sur l'épidémiologie de la peste, jamais personne n'a entendu parler ici. J'ai dit très bien, et donc avec Michel Dancourt, on a fait une revue dans Lancet Infectious Disease pour expliquer toute la contribution des épidémiologistes français de l'Institut Pasteur, ou liés à l'Institut Pasteur, sur la peste et l'épidémiologie de la peste depuis le pouls, la terre. Et donc on revient là en Algérie avec cette réémergence de la peste chez des rongeurs, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là commence à apparaître une idée et que Michel Dancourt a développé d'abord avec Idir et puis ensuite tout seul sur, attendez, ce qui se passe. Alors on avait fait avec Michel, on a reproduit le travail de Mollaret, mais dans un P3, cette fois on n'a pas fait ça dans le jardin, et sur le truc, parce qu'on ne peut plus le faire. Il a foutu la peste à personne, hein, je vous rassure, il n'y a pas eu de peste attrapée au laboratoire à l'Institut Pasteur, ni à Paris. Mais maintenant, les conditions de sécurité sont ce qu'elles sont, c'est comme ça. Donc on fait ça dans un P3, et Michel fait ça, et puis je sais pas, pendant 2 ans, pendant que moi je regardais si ça marchait sur les poux, je montrais ça, lui regardait si ça restait dans la terre, ce qui était 2 vieilles hypothèses qu'on a mis en place. Et effectivement, ça dure 2 ans dans le sol. Et ce que remarque Idir, c'est que ces rats sont à proximité de ce qu'il appelle un shot, c'est-à-dire un lac salé avec le sable autour du lac salé. Donc il fait des prélèvements là pour voir, et dans ces prélèvements autour, on trouve Yersinia pestis effectivement. Donc c'est
la terre, et peut-être même la terre salée. Donc Michel fait ensuite tout le travail de laboratoire extraordinaire pour montrer que la bactérie de la peste, c'est une bactérie qui est à l'eau tolérante, c'est-à-dire qu'elle supporte très bien le sel, à la différence de la plupart des bactéries pathogènes de l'homme. Et ensuite, il commence à faire de la cartographie extraordinaire, donc il émet ensuite de la terre salée, cette fois-là, ça reste aussi longtemps que vous voulez. Donc le réservoir environnemental, c'est la terre salée. Et donc il regarde, parce que c'est intéressant, la peste est rentrée, la dernière grande épidémie de peste, qui était la peste de Kianuchin, de Hong Kong, est arrivée aux États-Unis. Beaucoup de Chinois sont arrivés aux États-Unis, en Californie, et là il y a eu une épidémie de peste, et depuis la peste est endémique aux États-Unis, en Amérique, une peste endémique, chez les animaux sauvages, en particulier les animaux fouisseurs dans la terre. Là aussi, après que j'ai publié ma série, Gage est allé regarder quand il y a des cas chez les animaux sauvages, il est allé chercher dans les terriers s'il trouvait ça dans la terre, il l'a trouvé dans la terre. C'est moi qui lui ai appris ça. Je suis content. Il a publié en disant c'est vrai que c'est dans la terre. Très bien, donc après avoir mis en évidence que le bactérie de la peste était à l'eau tolérante, c'est-à-dire qu'elle supportait très bien le sel, qu'on pouvait la mettre dans la terre salée pendant très longtemps, tout ça étant partie de l'observation qu'on pouvait isoler Yersinia pestis de Schott, c'est-à-dire de terre qui était autour de lacs salés. Michel a fait une cartographie des domaines de peste, y compris aux États-Unis, et y compris sur un travail magnifique qui avait été fait par Balthazar au Maroc, sur les petits foyers de peste. Et donc à chaque fois, il a regardé si les foyers de peste partaient, à chaque fois, est-ce que ça partait à proximité de lacs salés? Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les foyers à partir desquels survit la bactérie de la peste, à partir desquels repart la bactérie de la peste, ce sont les lacs salés. Et alors c'est très intéressant parce que ça nous a amené à une réflexion avec Michel, qui est celle des chameaux. Les chameaux boivent de l'eau salée. Les chameaux peuvent transmettre la peste. C'est connu depuis très longtemps, c'est-à-dire que quand on mange, il y a des cas qui étaient décrits dans la littérature, pas par nous, hein, de gens qui ont attrapé la peste en mangeant du chameau, en particulier en mangeant du foie de chameau. Donc c'est une chose commune, le chameau peut être porteur de la peste. Le chameau, c'est un vecteur qui a été un vecteur extraordinairement important sur la route de la soie. On pense que c'est le chameau qui a transporté le choléra. Il peut être porteur du choléra, et donc vous voyez bien que pour passer d'Extrême-Orient au Moyen-Orient, dans le Caucase et en Europe, le chameau était un vecteur extraordinairement important. Et donc on s'est posé la question, et on a écrit d'ailleurs dans un papier qu'on a publié dans Proceedings of the National Academy of Science, quel est le rôle du chameau pour expliquer le transfert de la peste, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, le Caucase étant juste intermédiaire sur la route de la soie, vous voyez. Et donc ça m'a amené d'ailleurs à aller faire des prélèvements chez le chameau en Algérie, à Tamanrasset, et ça a amené mon ami Bernard Davoust à faire des prélèvements sur le chameau à Djibouti. Pour l'instant, on n'a pas réussi à remettre ça en évidence, mais ce qui est plausible, c'est que régulièrement, les chameaux, en buvant de l'eau de Schott, comme ça, de lac salé, soient infectés et soient susceptibles de transmettre à l'homme par la nourriture. Donc il y a une voie qui était méconnue aussi, donc la voie par la nourriture et la voie par les poux étaient des voies qui étaient de transmission de la peste qui étaient devenues complètement ignorées à la fin du XXe siècle. Donc vous voyez que les romans simplificateurs de l'histoire des maladies infectieuses, il faut s'en méfier parce que elles ne sont pas exactes.